Bonjour, bienvenue à notre 3e podcast de Dataring. Alors, on vous rappelle ce qu'est Dataring. Dataring, c'est une association qui a été fondée en 2017 qui promet les cultures numériques qui s'intéressent aux enjeux et défis de la datification dans un monde ultra connecté. Alors aujourd'hui, on va traiter le e-sport. Est-ce que le e-sport est un sport ? Est-ce que le e-sport n'est qu'un jeu de gamin, un jeu de vilain ? Ou est-ce que le e-sport est un art ? Ça, on en discutera une prochaine fois. J'ai choisi aujourd'hui d'inviter ma stagiaire préférée, Laura Spet-Catodo, qui est juriste à notre cabinet, qui veut se spécialiser en droit du numérique, propriété intellectuelle et nouvelles technologies, tout un programme, et qui s'est surtout spécialisée en jeux vidéo. Et mon petit doigt me dit qu'elle fait même une thèse assez surprenante sur la question. Nous avons également invité Pierre Ratier, directeur e-sports chez Stakern Agency, qui s'occupe de management de carrière et de contrats de joueurs de e-sport, de marketing d'influence, de conseils stratégiques dédiés à l'e-sport et au gaming. Alors, pourquoi parler du e-sport ? Parce qu'on prétend que le jeu vidéo élève l'âme de ceux qui pratiquent le jeu, que j'ai une petite faiblesse pour Proust, qui, semble-t-il, était précurseur en la matière. Alors, Laura, je vais vous poser la première question. Expliquez-nous le cadre légal, parce qu'on est des juristes, avant de s'intéresser au terrain. Expliquez-nous quel est le cadre légal du e-sport pour que nos auditeurs comprennent. Alors déjà, très rapidement, merci de me recevoir aujourd'hui. En ce qui concerne le e-sport, ou le terme on va dire Electronic Sports, plus connu sous le nom de e-sport, et il est surtout apparu grâce à la pratique et à l'émergence et à la normalisation des tournois de jeux vidéo, justement. Il connaît depuis une dizaine d'années, ou peut-être même avant, un développement exponentiel dans le monde entier. Et la réflexion sur l'e-sport, elle vient notamment de l'interrogation qui est posée récemment par le mouvement olympique et notamment par le comité d'organisation des JO de Paris pour 2024 sur est-ce que l'e-sport est un sport ? Dans ce cadre-là, une loi pour une république numérique datée de 2016 a pu définir l'e-sport comme une compétition qui, et je cite, confronte à partir d'un jeu vidéo au moins 2 joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire. Donc dans ce domaine sont concernés principalement les organisateurs et promoteurs des compétitions professionnelles de jeux vidéo, les associations des sociétés, les créateurs ou les concepteurs de jeux vidéo, Takashi Nishiyama, concepteur du jeu vidéo qui est très connu Street Fighter, ou encore comme les éditeurs de jeux vidéo, Electronic Arts, qui est développeur et éditeur notamment de jeux vidéo de foot FIFA. Mais aussi, il concerne les joueurs de compétition de jeux vidéo, et ces derniers sont presque aussi populaires, si ce n'est plus, que des champions de sport qu'on va dire classiques. Je pourrais citer Luffy ou encore Ninja. Mais alors Laura, est-ce que l'e-sport est un sport ? Et justement, on se pose la question... Pour qu'une activité soit qualifiée de sportive et par conséquent soit légitime à obtenir l'agrément du ministre des Sports, il faut qu'elle remplisse principalement 3 conditions. La première condition, ça serait que le caractère sportif de la discipline soit la recherche de la performance sportive. Le deuxième point, qu'il soit organisé par un corpus de règles. Et troisième point, que ce soit des compétitions qui sont organisées de manière régulière. Donc pour voir les réalités de l'e-sport, elle est quand même assez similaire avec le sport, on dira plus traditionnel. Il y a tout de même une nécessité d'endurance. On doit rester concentré pendant des heures. Les entraînements aussi sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais le seul point qui pose le souci, c'est que les dépenses physiques sont moindres qu'au sport traditionnel. C'est plutôt un sport qu'on dira intellectuel. Sur le point du corpus de règles, on a une double codification, une implicite, parce que les règles définies par les règles de développeurs justement de jeux vidéo, pour éviter par exemple les triches ou pouvoir faire tout ce qu'on veut sur un jeu vidéo, mais il y a aussi un règlement explicite de la part des organisateurs de compétition. On va mettre en place des conditions d'éligibilité pour les e-sportifs, les conditions de victoire, les comportements qui sont autorisés ou pas, les arbitres, les sanctions. Tout ça, c'est souvent calqué sur les règles du sport traditionnel. Donc c'est très codifié pour un univers qui veut c'est échapper à toutes les règles. C'est quand même très codifié, mais qui est plutôt, je dirais, on part sur une autorégulation, on va dire, du secteur. Donc on fait confiance aux joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement cette partie d'autorégulation. Et on va maintenant, je vous remercie pour cette présentation juridique, poser la première question, parce que ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect pratique des choses également, et l'encadrement viendra ensuite. Pierre Ratier, expliquez-nous, est-ce que vous ressentez le manque de qualification juridique e-sport en sport,
Ou pour vous, c'est simplement une question de sémantique? Non, je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux mondes. Euh, Juridiquement, on a essayé de calquer les contrats sur le monde du sport très récemment avec la loi sur la République numérique en 2016. Euh, il y a certains aspects qui se rapprochent vraiment du sport au niveau de la préparation et de l'encadrement. Niveau juridique, on a essayé de s'approcher de ce qui se fait dans le sport. Malheureusement, l'e-sport est un monde vraiment à part. Bah, peut-être heureusement, donc on va dire peut-être va se développer un droit dit sui generis. Ce que je trouve très intéressant, c'est justement ce que disait Laura, c'est que on renvoie, et c'est très à la mode, puisque c'est dans la dynamique RGPD et puis dans la nouvelle mouvance de ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire qu'on renvoie aux acteurs le soin de se responsabiliser, mais le peuvent-ils vraiment? Parce que j'ai beaucoup de mineurs quand même. Donc dans votre pratique, vous faites comment? Alors, dans la pratique, il y a, comme très souvent, un cadre général, et beaucoup d'exceptions. Malheureusement, aujourd'hui, l'encadrement, encore une fois, juridique de l'e-sport est très relâché, on va dire. Donc, il y a beaucoup de soucis au niveau de la gestion des contrats et au niveau du droit de ces contrats-là. Parce qu'avant, enfin, les acteurs du monde du e-sport, ils concluaient des contrats de prestation de services avec les joueurs professionnels. Et souvent, ces joueurs, la difficulté, c'est qu'on avait une question de définition du statut des joueurs dits professionnels. Ils étaient, avant la loi, souvent, ils avaient le statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, où ils créent même, dans certains cas, j'ai vu des créations de sociétés par action simplifiée, c'est-à-dire des SAS, pour les plus importants d'entre eux. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un encadrement légal avec l'article 102 de la loi qui est censé protéger les joueurs professionnels par le double truchement du droit du travail et des règles de la propriété intellectuelle, bien évidemment, pour leur droit à l'image, pour les contrats de sponsoring, etc. Donc c'est là qu'on va se rapprocher des contrats dits de sportifs professionnels. Moi, ma difficulté, c'est que comment on conclut ces contrats en pratique, puisque est-ce que j'ai pas toujours cette difficulté d'avoir des joueurs professionnels qui ont un statut d'auto-entrepreneur, qui n'ont pas appréhendé ni intégré, et dont beaucoup sont très jeunes d'ailleurs, ils n'ont pas forcément les moyens d'intégrer les règles juridiques. Comment vous encadrez ces jeunes-là? Comment ça se passe en pratique? Déjà, pour revenir sur le fameux contrat qui est né à la suite de la loi de 2016. C'est un contrat CDD joueur e-sport, si je ne dis pas de bêtises, qui est censé encadrer justement juridiquement le statut du joueur au sein des équipes qui ne peut professionnelles. pas être supérieur d'une durée de 5 ans, hein, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Non seulement il y a cette question de durée, mais il y a aussi une période pendant laquelle il est actif qui normalement correspond aux périodes des saisons des jeux concernés. Le problème, c'est qu'au niveau de la mise en place de ces contrats-là, c'est très difficile à mettre en place pour les équipes professionnelles pour deux raisons. Déjà, au niveau des périodes, c'est-à-dire que la loi dit que vous pouvez faire des contrats CDD de telle date à telle date qui est censée correspondre à une date de saison, c'est-à-dire une saison compétitive. La saison commence, je vous dis une bêtise, le 1er janvier et termine le 31 décembre. Le contrat doit être calqué sur cette période-là. Le problème, c'est que c'est les éditeurs aujourd'hui qui décident des dates des championnats majeurs sur leur propre licence, donc sur leur jeu. Et ces dates-là ne correspondent pas du tout aux dates qui sont obligatoires dans le contrat. Le deuxième problème que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez moins d'1% des joueurs qui sont en CDD en France. La raison est toute simple. Aujourd'hui, une équipe préfère donner 2 000 € à son joueur en prestation de service, facturation auto-entrepreneur, plutôt que de ne lui donner que 1 000 € parce qu'elle n'a que 2 000 € par mois de budget pour le régler. Donc 1 000 € de salaire, 1 000 € de charge. Eh oui, donc en pratique, ils contournent la loi. En pratique, ils contournent la loi. Alors, complètement. Oui. Alors, vous avez ce problème-là de coût et vous avez le problème aussi de l'agrément qui demande beaucoup de sacrifices aux équipes et beaucoup de garanties. Donc, cette loi est un premier pas, mais elle est très incomplète. Oui, puis il y a une problématique de moyens, comme la réglementation. L'implémentation de la réglementation, elle coûte cher. On le voit avec le RGPD et les difficultés auxquelles sont confrontées aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure, les petites entreprises. Mais en ce qui concerne le e-sport, donc si je comprends bien, on a affaire à des auto-entrepreneurs complètement précarisés, avec une loi qui est affichée, c'est-à-dire une espèce de bonne conduite en facial, mais qui en pratique ne s'applique pas. Jamais.
Donc si c'est jamais, c'est un vrai sujet. Puisque là, on a des règles et en plus, on a des mineurs, donc on a des règles d'ordre public qui s'appliquent. Et pour autant, on constate qu'il y a un développement exponentiel du marché. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que c'est la France uniquement ou vous, dans votre pratique, on sait qu'on a des influenceurs qui s'en vont à l'heure actuelle sous des paradis tropicaux, pas très loin d'ici. Comment ça se passe? C'est-à-dire que donc on marche sur la ligne rouge, on est clairement sur la ligne rouge, on a des jeunes joueurs, souvent mineurs, qui ont envie de jouer. Comment vous gérez ça? Donc, on va se contenter d'avoir des auto-entrepreneurs précarisés à qui on va donner une obole de 1000 ou 2000 euros. Les parents qui sont un petit peu désemparés souvent, ou ceux qui vont se professionnaliser à peine quand ils auront atteint leur majorité, ils font comment? Non, aujourd'hui, le statut qui prime, c'est le statut auto-entrepreneur, donc forcément précaire, forcément sans sécurité à l'issue du terme du contrat. La différence qu'il y a majeure avec l'étranger, c'est que le statut d'auto-entrepreneur a été adapté à l'e-sport dans la plupart des pays de l'UE déjà. La fiscalité a été adaptée et la sécurité, c'est-à-dire les cotisations globales du statut auto-entrepreneur ont été adaptées. Donc aujourd'hui, il y a un vrai effort à faire en France au niveau, je pense. Alors, le CDD, c'était une fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'on a voulu adapter le droit du travail classique à l'e-sport, qui est un monde à part, sans forcément mener les études profondes pour pouvoir comprendre les leviers et pouvoir comprendre les usages classiques dans ce monde-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est adapter le statut d'auto-entrepreneur à l'e-sport, c'est-à-dire, comme dans certains autres pays, pouvoir apporter des garanties de sécurité aux joueurs, des garanties suffisantes au niveau des droits au chômage notamment, et sécuriser ce genre de contrat. Oui, mais si on veut avoir droit au chômage, on va passer par les règles du droit du travail et les règles impératives. On est sur un ordre public social de protection en France. Et ailleurs, si on regarde un petit peu, parce que ce dont on est en train de parler, c'est une forme d'ubérisation du e-sport, à l'instar des taxis, des véhicules ou de booking, etc. Et on voit que la réglementation rattrape finalement les règles qu'on a mis en place en France, qui sont des règles protectrices aujourd'hui, on va dire, Casilli a écrit sur la question, les travailleurs du clic, là on est sur les travailleurs du jeu vidéo précarisés, très jeunes, parfois il y a même de l'addiction qui se crée. Tout ça a été aggravé par la crise sanitaire, puisqu'on a des jeunes qui se retrouvent avec peu de perspectives et qui se retrouvent seuls dans leur chambre, avec finalement la seule possibilité, et là c'est peut-être heureux, d'avoir un lien social, c'est de jouer en réseau. Donc là, le e-sport avait une possibilité aussi de trouver une autre voie, une autre rampe de lancement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là? Qu'est-ce que ça a apporté, la crise sanitaire, pour vous? Quels sont vos retours en pratique sur le terrain? Qu'est-ce que vous vivez? Alors, il y a deux façons d'appréhender ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Il y a le côté purement B2B, c'est-à-dire au niveau de l'engagement des marques, qui se sont rendus compte qu'il fallait un peu digitaliser leur communication et que l'e-sport ou le jeu vidéo en général était un bon moyen de pallier aux publicités classiques des médias, journaux, radio, télé. Et vous avez l'autre côté, évidemment, qui est la dématérialisation complète de tous les tournois d'e-sport, de tous les tournois de jeux vidéo. Et donc, la façon qu'ont eu les joueurs plus ou moins réguliers de se dire c'est peut-être le bon moment pour moi de mettre un pied là-dedans pour tenter ma chance. Donc en fait, c'est à double tranchant parce que le cliché de l'ado enfermé dans sa chambre, très investi dans sa mission de réussite de l'e-sport, nous, on a tendance à lutter un peu contre ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des encadrements dans ce secteur-là qui sont plutôt bien faits, que ce soit au niveau des équipes ou au niveau des acteurs événementiels et des producteurs. Donc, il y a quelque chose qui a été fait au niveau de la pédagogie et de l'éducation à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un impact, effectivement, de ce manque de rapports sociaux et de contacts sociaux qu'on a tous, plus ou moins depuis 15 mois, qui a pu pousser, évidemment, comme toute addiction peut pousser dans les extrêmes, cette situation particulière. Moi, ce dont on peut parler aussi, c'est la nécessité on va dire même pour les éditeurs aussi, qui gagnent, qui engrangent quand même beaucoup de recettes, de se responsabiliser et faire un contrat de travail à un jeune, c'est lui apporter aussi une sécurité dans un monde où il est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de contractualiser, d'avoir une perspective. Et s'il est bon en e-sport, s'il a envie de s'y développer, c'est normal. Et s'il a envie d'être rassuré aussi, c'est d'avoir des vraies perspectives, de respecter le cadre légal. Le cadre légal, il est d'abord à respecter
CDD pour ceux qui en ont les moyens. Sauf erreur de ma part, les éditeurs ont les moyens aujourd'hui de bâtir des contrats qui respectent la loi, puisque, encore une fois, tout ça, c'est une question de confiance. Et la confiance, elle va des deux côtés et de respect de l'autre. Dans la relation à l'autre, c'est important aussi, l'équilibre contractuel. Ouais. Alors le problème qui se pose sur cette vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs sont propriétaires de leurs jeux et sont parfois propriétaires du circuit professionnel qui en découle. C'est-à-dire que beaucoup de producteurs comme Valve ou Riot Games injectent de l'argent dans le circuit professionnel e-sport, mais vous avez d'autres producteurs qui rachètent les droits à l'image et les droits d'exploitation du jeu pour en produire des événements comme la DreamHack, comme ESL et compagnie. Aujourd'hui, les contrats de travail, entre guillemets, ou en tout cas les contrats qui sont noués avec les joueurs professionnels, ce sont les équipes qui sont complètement indépendantes des éditeurs qui sont faits, qui les éditent aujourd'hui. Donc ces équipes-là, qu'elles soient en France ou à l'étranger, doivent évidemment se conformer au droit français. Mais il y a cette niche et cette possibilité-là, cette manière de contourner la loi, parce que aujourd'hui, rien n'oblige ces équipes-là à pondre un CDD pour embaucher un joueur. Le gros problème qu'il y a eu, encore une fois, lorsque ce format-là a été adopté, c'est que on a adapté le droit du travail et le contrat de travail classique à l'e-sport, et ce contrat-là est trop contraignant. Et en contrepartie, vous avez le statut d'auto-entrepreneur qui, lui, est trop flexible. Trop souple. Trop flexible. Donc le problème qu'il y a eu, c'est qu'il aurait fallu mener une étude peut-être plus en profondeur et arriver à trouver un compromis entre les deux, qui pourrait apporter des garanties et des sécurités du CDD, tout en maintenant une flexibilité et une rémunération, en tout cas, peut-être pas équivalente, parce qu'on sait très bien qu'avec cette histoire de charge-là, auto-entrepreneur, c'est presque la solution de facilité, mais pour pouvoir maintenir un niveau de rémunération équivalent ou presque aux joueurs et ne pas peser financièrement de manière trop importante pour les équipes. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les équipes, l'équilibre financier est très, très, très fragile. Donc, investir dans un CDD classique et régler les charges qui en découlent, les charges patronales, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui au niveau des business plans et au niveau de l'économie de l'e-sport française, en tout cas, c'est vraiment très compliqué. Moi, je vais rebondir sur le sujet parce qu'on a quelques questions totalement en lien avec justement le contrat des e-sportifs. On a une question de Madame Mendoza Kemenat qui demande pour tous les joueurs, pour ceux qui ne sont pas précarisés et salariés, elle demande quid de leur protection concernant les gains qui sont obtenus par le joueur. Il me semble qu'on appelle ça des prize money. Je ne suis pas sûre. Ouais. Et les cash prize, donc pour moi. Très bonne question d'Alexandra. Merci. Alors, très souvent, ces cash prizes sont... alors, ça dépend toujours si c'est un jeu qui se pratique en individuel ou en équipe. Donc, vous avez évidemment la division, si vous jouez à 5, 6, 7, selon le staff. Vous avez une part de commission qui revient toujours à l'équipe. Je vous donne un exemple. Le joueur signe un contrat professionnel, entre guillemets, donc de prestation de service. Il va être rémunéré pour ceci tous les mois. Et lorsqu'il va remporter un cash prize, contractuellement, il devra reverser une partie à son équipe. Donc ça va de 5 à 20% selon les équipes. Donc c'est un pari aussi sur le niveau et sur la performance des joueurs. Mais ça permet aux équipes aussi de se rémunérer sur les gains de ces joueurs au niveau du circuit professionnel. Au niveau sécurité, en principe, à ma connaissance, à partir du moment où le joueur... Il faut savoir que les organisations de tournois, pour faire un aparté, versent l'intégralité des cash prizes aux organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une équipe e-sport, vous engagez ce qu'on appelle un line-up, c'est-à-dire une équipe en votre nom sur tel ou tel jeu. S'il remporte la compétition, où il fait un top 2, top 3, top 4, et qu'il a un cash prize qui découle de cette performance-là, l'organisation du tournoi, donc DreamHack, ESL, qui vous voulez, ou l'éditeur même, va verser l'intégralité du cash prize à l'équipe qui a embauché le joueur, et c'est ensuite l'équipe qui va dispatcher à ses joueurs. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Merci beaucoup et merci à Madame Mendoza qui est professeure à l'Université de Toulouse d'avoir posé cette question. Et petite question, d'ailleurs, Madame Mendoza demande si c'est possible de rebondir, qu'elle puisse rebondir oralement sur justement cette question. Avec un grand plaisir. Donc avec un grand plaisir. Bonsoir à tous, donc Alexandra Caminade, donc professeure de droit spécialisée en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Alors le domaine du e-sport m'est totalement étranger, mais pour des raisons personnelles, j'ai pu discuter avec la maman d'un joueur qui appartient à une écurie célèbre
Et effectivement, c'est un jeune lycéen encore qui est salarié du coup assez grassement, je dois dire, par cette entreprise. Et donc, elle m'avait expliqué qu'effectivement, lorsqu'il gagnait, il y avait une partie assez importante, puisque je crois me rappeler qu'elle était sur la fourchette plutôt haute des 20%, qui repartait à l'équipe. Et elle me disait que son fils était un peu ému que pour des petites compétitions, là où il y a des petits gains, on lui prenne autant. Il trouvait que c'était pas très juste en fait. Surtout que j'avais l'impression que pour les petites compétitions, il le faisait depuis chez lui, sans déplacement, sans frais, etc. Et donc, il a râlé, entre guillemets, auprès de son célèbre employeur, qui, du coup, a accepté de diminuer un petit peu ce pourcentage. Donc, si vous voulez, intuitivement, je me suis dit, ce gamin n'est pas du tout accompagné par ses parents d'un point de vue juridique, hein, il est livré à lui-même, et finalement, c'était un peu marchand de tapis, quoi. Lui, dans un rapport de force complètement déséquilibré, bien évidemment, et s'il n'avait pas levé la main pour dire, là, vous me prélevez trop par rapport à ce que ça représente, ils auraient continué à lui prélever 20%. Donc, c'est pour moi l'illustration du contrat de travail qui lui donne une certaine sécurité, mais finalement, à l'intérieur du contrat de travail, il se fait un peu manger, quoi. Il est totalement en déséquilibre. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de cette situation. Le contrat de travail apporte de la sécurité, mais finalement, après, je sais pas, je connais pas du tout le droit sur la question. Ce droit n'a pas l'air très protecteur, du coup. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Notre travail chez Stacker Agency, c'est aussi ce qu'on fait. On fait de la représentation. Alors, on n'est pas agent, parce qu'agent e-sport, ça n'existe pas. Mais on fait de la représentation de joueurs et de talents. Donc, des joueurs qui sont aujourd'hui professionnels ou qui sont en passe de l'être. Notre boulot aussi à nous, c'est de négocier ce genre de clauses et de voir justement quand elles sont abusives. Alors, évidemment, on est appuyé par un cabinet d'avocats. Il y a un avocat qui est spécialisé dans les droits de nouvelles technologies et de l'e-sport. Donc, il connaît très bien comment ça se passe et qui a l'habitude de voir passer ça. Et notre boulot, c'est aussi de sécuriser ce genre de clauses ou d'aller en tout cas taper à la porte de l'équipe en disant là les gars, vous êtes allés un peu fort sur le pourcentage de commission que vous prenez. Après, il faut savoir que les équipes, très souvent, outre la rémunération du joueur mensuel, soit en salariat, soit en rémunération de facturation, équipe le joueur. C'est-à-dire que c'est elle qui va... Alors là, vous parlez d'une compétition qu'il a jouée en online de chez lui, mais c'est peut-être cette équipe-là qui lui a payé son PC à 2 000 €. C'est peut-être cette équipe-là qui lui a fourni son fauteuil gamer sur lequel il était assis qui vaut 400-500 €, qui a fourni peut-être son casque, qui lui paye son abonnement Internet. Donc c'est vrai qu'il y a tout un package d'investissements que font les équipes, et c'est aussi à ça que sert cette commission. C'est à un moment donné un retour sur investissement en ayant parié sur, entre guillemets, le bon cheval. Mais effectivement, 20%, c'est vraiment la fourchette haute, et c'est très souvent les joueurs professionnels sur ce qu'on appelle des jeux de tier 1, League of Legends, CSGO, vraiment les jeux du haut du panier, parce que c'est eux qui sont soumis et qui sont susceptibles de gagner le plus d'argent, donc de rapporter le plus à leur équipe. Après, voilà, ça fait partie de notre boulot aussi de négocier ce genre de clause. Donc du coup, ça signifie que si le joueur est isolé, enfin non représenté, c'est bien ça quoi en fait, parce qu'en l'occurrence c'est un gamin qui rapporte énormément d'argent et du coup, moi je trouvais vraiment très artisanal le fait, d'être tout seul. Alors il y a sa sœur qui s'occupe un peu de ses intérêts, mais elle n'est pas juriste, donc c'est un peu bricolo. Donc il faudrait plutôt lui recommander du coup d'être accompagné par un représentant entre guillemets. C'est ça. C'est pour ça aujourd'hui que nos activités se développent. Alors, on n'est pas la seule agence de représentation de joueurs en France. On est 3 ou 4 agences aujourd'hui professionnelles qui en ont fait notre métier. La plupart des gens comme moi sont issus du milieu de l'e-sport, donc connaissent les usages et savent ce qui doit être contenu dans un contrat ou ce qui ne doit pas l'être, quelles sont les moyennes de rémunération, quelles sont les moyennes de commission, comment ça fonctionne dans la globalité. Alors, les termes juridiques, la loi, c'est pas du tout mon domaine à moi. C'est pour ça qu'on a un professionnel avec nous pour nous accompagner, mais on sait ce qui doit être dans un contrat et on sait ce qui ne doit pas l'être, ce qui peut être abusif ou ce qui peut être abusé. Donc effectivement, oui, un joueur aujourd'hui qui commence à gagner un peu de l'argent, en plus s'il est jeune, je lui conseillerais effectivement de se rapprocher de quelqu'un comme moi ou d'un autre, d'un concurrent, il y a de la place pour tout le monde, pour se faire représenter et pour sécuriser ses intérêts, parce que c'est ça aussi le but. Alors évidemment, on ne fait pas ça gratuitement, on est rémunéré nous aussi, pas sur ce qu'il va gagner en tournoi, mais sur ce qu'on va lui apporter nous. Mais on sert aussi à ça, on sert de garde-fou pour éviter justement que les équipes profitent de la crédulité des joueurs qui sont tellement contents de signer un contrat pro à 16, 17, 18 ans, ils signent tout et n'importe quoi. Ils voient le chiffre en bas, 2 000, 3 000, 4 000 € par mois, ils signent et ils ne regardent pas ce qu'il y a d'autre, les clauses, la libération, le droit à l'image et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi.
Oui, et je pense qu'Alexandra a tout à fait raison de poser la question, puisque là, en creux, on a une double problématique. On a la problématique de jeunes qui sont précarisés et dont, au vu de ce que vous êtes en train de nous expliquer, les acteurs du e-sport ont du mal déjà à respecter le cadre légal et qui, lorsqu'elles respectent le cadre légal, il y a un rapport de force qui s'instaure inévitablement entre un éditeur, un club, une équipe quelle qu'elle soit, avec un jeune qui peut se retrouver isolé et sans les conseils adéquats pour être en mesure de donner un consentement qui est valable, parce que pour que ce consentement soit valable, encore faut-il qu'il connaisse ses droits, qu'il ait la capacité de négocier quelque chose. Et là, que vous soyez là, c'est très très bien, il y a des agences de e-sport, mais il faut aussi déontologiquement qu'il y ait des conseils, il y a des avocats, il y a des lois qui s'appliquent, un contrat de travail, ça, il y a un lien de subordination, mais pour autant, le rapport de force, il faut quand même rappeler que la loi, elle est là pour remettre le curseur au milieu, c'est-à-dire un juste équilibre, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ce que essaie de dire Alexandra, mais elle le dit avec force justement, c'est qu'on se retrouve avec un cadre légal qui est peu clair, qui n'est pas adapté, vu ce que vous nous êtes en train de nous indiquer, et qui, lorsqu'il est adapté, eh bien, on a quand même ce rapport de force sur le terrain. Donc un équilibre doit être retrouvé. Les jeunes qui nous écoutent là doivent simplement aussi comprendre que ils vont être acteurs de leur défense. Si les parents, si on a des mineurs, ça c'est la deuxième problématique, si on a face à des mineurs, eh bien, il va falloir protéger les intérêts patrimoniaux, matériels et immatériels de ces mineurs et que les parents sont les représentants légaux. Donc, il faut effectivement, et là, il y a des réflexes, parce qu'il y a des parents qui sont, on va dire, de bienveillants, mais il y en a d'autres qui parfois le sont un peu moins, hein, ça peut arriver aussi. Donc, le jeune doit aussi apprendre et du moins à aller chercher l'information. On est là pour donner de l'information et aller chercher ceux qui sont en capacité de lui apporter une assistance, un accompagnement dans ce rapport de force. Il ne s'agit pas d'être dans un rapport d'opposition, mais simplement dans un rapport, on va dire, contractuel, qui soit loyal, qui soit documenté pour que le consentement et que le choix du jeune soit fait en parfaite connaissance de cause. Et qu'à 15 ou 16 ans, parfois, le discernement, il n'est pas forcément suffisant. Et il va falloir l'éclairer, ce discernement. Et l'éclairer avec bienveillance. Donc, c'est votre rôle, c'est le rôle des agences, mais c'est aussi le rôle, modestement, des avocats, des conseils, etc. Et je trouve que la question qui est posée par Alexandra est excellente. Parce que on a, et là pour rappeler le texte, on a le e-sport, c'est une chose, mais on a aussi encadré, c'est la même problématique, pour les jeunes influenceurs. C'est la loi du 19 octobre 2020 qui a encadré la perception des revenus des jeunes mineurs influenceurs. Donc, on a un cadre légal, aussi insatisfaisant soit-il, ou peu adapté, ça va évoluer, c'est-à-dire qu'on est dans un bac à sable réglementaire sur le e-sport. Ça veut dire que on va s'adapter, il va y avoir de la jurisprudence, il va y avoir peut-être des codes de conduite, des pratiques, des chartes éthiques à aller chercher, et peut-être de se regrouper en syndicats, peut-être pour les jeunes e-sportifs, ça peut être comme à l'instar de ce qui se passe pour les sportifs, et je pense que tout le monde y aura intérêt. Hein, c'est aussi la soft law. Les syndicats commencent à exister déjà. Il y a un syndicat aux États-Unis qui s'est monté, notamment pour le jeu Counter-Strike, qui justement défend les intérêts des joueurs aujourd'hui. Mais c'est aux États-Unis. Alors évidemment, ça a une vocation mondiale, mais ici c'est très peu utilisé. Mais ça commence doucement à arriver. Par des anciens professionnels, par des anciens de la maison de certains éditeurs, par des anciens chefs d'équipes professionnelles. Donc il y a quelque chose qui est en train de se monter, de se construire de ce côté-là, justement pour défendre les intérêts des joueurs, les intérêts financiers, les intérêts contractuels. D'ailleurs, pour rebondir sur cette question des intérêts financiers, nous avons une autre question de monsieur Maxime Lecourt qui demande justement si les e-sportifs ils peuvent avoir un autre métier à côté dans le cadre où ils seraient majeurs ou d'autres types de revenus de façon générale, ou est-ce qu'on peut vivre exclusivement du e-sport? Très bonne question de Maxime Lecourt. On peut vivre de l'e-sport, mais ça ne va pas durer 40 ans. Très souvent, les carrières professionnelles commencent aux alentours de 16 ans pour les plus jeunes, 15-16 ans, et se terminent aux alentours de 25-26 ans, parce que c'est l'âge auquel vous commencez à avoir d'autres aspirations, notamment familiales. Et c'est aussi à ce moment-là, peut-être que le rythme d'e-sportif professionnel commence un peu à vous fatiguer. Donc vous allez perdre un peu de réflexe, vous allez perdre un peu en concentration, vous allez être moins actif sur la scène et vous allez être moins performant. Donc il y a des moyens
de se reconvertir à la suite, que ce soit dans les médias ou au niveau des staffs des équipes professionnelles. Mais très concrètement, aujourd'hui, on peut vivre de l'e-sport. Il y a des salaires qui sont tout à fait confortables et qui sont très certainement largement supérieurs aux nôtres aujourd'hui, à tous ceux qui sont connectés là, pour certains très gros joueurs. Donc, il y a moyen de vivre de l'e-sport très confortablement, mais pendant une durée limitée. Il y a des joueurs qui font autre chose à côté, c'est-à-dire qu'ils arrondissent leur mois avec une pratique de l'e-sport professionnel et qui ont un travail plus conventionnel de bureau ou autre à côté. Et la dernière question, c'était les revenus à côté. Alors, les revenus à côté, si vous voulez rester vraiment dans tout ce qui est e-sport et jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle la monétisation de contenu aujourd'hui qui fait vraiment le travail. Tout ce qui va être diffusion sur Twitch, VOD sur YouTube, tous ces supports de communication et de vidéo sont aujourd'hui bien rémunérés dans la mesure où les chaînes et les profils correspondent aux attentes du public, quoi. Donc, il y a moyen de gagner. Les vrais très gros e-sportifs professionnels aujourd'hui gagnent très bien leur vie. Après, nous avons une autre, peut-être plutôt une proposition de la part de Gwendoline Clavé, qui demande si en termes légaux, on pourrait faire un rapprochement avec un cadre légal qui existe déjà. Et notamment, on peut penser au cadre légal qui entoure les jeunes artistes, les artistes qui seraient mineurs. Est-ce que ça encore des influenceurs ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de particulier et spécifique qui est à côté? Donc je pose la petite question comme ça, comme une bouteille un peu à la mer. Alors moi, je ne suis pas assez calé pour répondre à cette question. Non, moi je pense qu'il faut se rapprocher de ce qui a été très bien fait sur la loi qui protège les jeunes mineurs influenceurs du 19 octobre 2020, qui est quand même assez clair, qui dit en bref, lorsque j'ai un rapport de subordination, un contrat de travail, eh bien, l'exercice de l'activité d'influenceur pour des mineurs de moins de 16 ans, parce que quand même pour les plus jeunes, on joue quand même un peu avant. On est parents, on sait très bien qui joue avant. C'est soumis à un régime d'autorisation préfectorale, c'est pas inintéressant. Et puis, il y a une exception, lorsque l'employeur est un organisme à créer, les parents, les proches ou les impresarios improvisés, ils doivent se montrer vigilants sur cette existence du lien de subordination, parce qu'on peut avoir là une contrainte pénale, et la loi est bien faite là, parce que si on ne respecte pas ce cadre, on se retrouve sur une infraction pénale de travail dissimulé. Ensuite, si je n'ai pas de relation de travail, on a l'activité des mineurs influenceurs qui est soumise à déclaration auprès du préfet. Lorsque la durée cumulée des contenus et les revenus engendrés dépasse un seuil qui a été précisé par décret, et les représentants légaux doivent veiller à l'observation de cette formalité. Donc, c'est important. Et ce qui est très intéressant dans cette loi du 19 octobre, c'est que les enfants influenceurs peuvent exercer eux-mêmes leur droit à l'effacement, quand bien même sont-ils simplement mineurs de 16 ans. Et ça, c'est important. Donc là, on va surveiller le salaire et les revenus des jeunes, et il faut que ça soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il y a quand même aussi une protection vis-à-vis des parents, de certains parents qui ne sont pas toujours bienveillants, et ceux qui le sont, qui doivent impérativement se faire assister de conseils avisés. Et vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure. Alors maintenant, Laura, on va avancer puisqu'on a d'autres questions, c'est assez important. Finalement, autour de tout ça, de quoi parle-t-on ? On a parlé du statut, on a parlé de l'amélioration peut-être nécessaire ou de l'adaptation du cadre légal, et de la réalité pratique sur le terrain, du rapport de force. En fait, tout ça, est-ce qu'on peut... Ça interpelle également sur ces notions d'identité numérique. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut parler d'identité numérique du e-sportif ? J'aimerais avoir le retour d'Alexandra Mendoza-Caminade sur la question, si elle en a le temps. Mais vous, déjà, Laura, vous avez fait une thèse là-dessus. Expliquez-nous. Une thèse, un petit mémoire. Non, en termes d'identité numérique, déjà, quand je pense à numérique, je pense principalement à données. Donc, tout ce qui est les données personnelles, les données de santé, que ce soit les données de performance et de statistiques. Et déjà, de base, l'e-sport, c'est un spectacle. C'est une compétition, c'est quelque chose de grand et d'incroyable. Et les joueurs, en leur qualité justement de joueurs et de participants intermittents, on va dire, du spectacle. Et en fonction justement des différents modes d'exploitation du jeu vidéo, des procédés de diffusion de l'image, ils vont fournir des informations, que ce soit pour les éditeurs, que ce soit pour les organisateurs de compétition, des données qui sont vraiment intrinsèques, tout ce qui est en termes de performance, combien de mouvements par minute ils peuvent effectuer par exemple sur une manette, leur image aussi notamment. Et donc je pense que oui, on est dans une identification numérique, et à l'instar justement des joueurs sportifs qu'on va dire traditionnels, eux ils sont sur une identité bien particulière, parce que tout ce qui est les compétences, elles vont être principalement digitales,
et numérique, et peut-être que dans le cas échéant, dans tout ce qui est la réflexion sur les valeurs de la donnée, tout ça, ça pourrait être commercialisé et justement être une source de revenus complémentaire au régime des contrats de e-sport. Oui, ça l'aura sur la problématique des données, de la capitalisation des données. Mais là, on a une double problématique. On a la problématique du consentement sur l'exploitation de ces données, comment il est donné. On a la problématique aussi des données sensibles, c'est-à-dire toutes les données de performance médicale, etc., puisqu'on a aussi cet aspect-là. Et qui va reprendre la main un petit peu sur les données de performance, puisqu'aujourd'hui les clubs, les éditeurs ont envie d'avoir la main. Et donc, toute la problématique juridique qui va se poser, de la validité du consentement qui va être donné dans le cadre d'un lien de subordination, on le voit dans le domaine du sport, toute la problématique auquel on est confronté sur la capitalisation autour des données de performance, puisque tous les passionnés, que ce soit du sport ou du e-sport, ils veulent bénéficier de l'impact de la donnée. Donc aujourd'hui, toutes ces données de performance qui sont couplées à des données personnelles, qui permettent d'identifier un joueur particulier, ça permet la constitution de ce qu'on appelle un Key Performance Indicator, qui est un élément essentiel pour la vie professionnelle d'un joueur sportif, et partant peut-être, très certainement, pour un e-sportif. Mais ça, je m'y connais moins. Donc ce que j'aimerais peut-être entendre de la part de Pierre, comment vous gérez les données de performance là, de ces jeunes, puisqu'il va y avoir la problématique des transferts, il va y avoir la problématique du consentement, il va y avoir la problématique du commerce des données sans le consentement des joueurs parfois. Est-ce que vous avez été confronté à ce type de problème, Pierre ? Alors, il faut savoir que dans l'e-sport et dans le jeu vidéo en général, dans la mesure où vous utilisez un logiciel qui est développé par un éditeur, quand vous vous inscrivez, quand vous créez un compte, vous avez certaines clauses et une charte à accepter. Cette charte-là, c'est notamment l'utilisation des données en jeu, qui ne sont pas votre propriété, mais celles de l'éditeur. Aujourd'hui, vous avez des sociétés comme Pandascore, qui ont pignon sur rue, qui commercialisent la récupération des datas en jeu pour analyser le niveau des joueurs, pour analyser les stratégies in-game, donc dans les jeux, pour analyser le nombre de clics secondes, pour analyser ce qu'on appelle l'aim, c'est-à-dire la précision des tirs ou du jeu. Donc ça se fait déjà, et en fait, ce n'est pas du tout contesté ou contestable parce que toutes ces données-là sont partagées par l'éditeur qui en est le propriétaire. Donc à partir de là, nous, on ne peut pas intervenir là-dessus, et les joueurs ont encore moins leur mot à dire. J'ai envie de dire, s'ils ne sont pas contents, ils n'utilisent pas le logiciel de l'éditeur. Voilà. En gros, en droit, ça pose un problème. C'est-à-dire que c'est pas la notion de propriété. On considère qu'on n'est pas sur des notions de propriété de données personnel, puisqu'on en a un droit d'usage. C'est un droit, en réalité, un droit à la protection. C'est un prolongement de la personnalité. Donc la perception que vous avez, elle est intéressante, mais le droit n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, pas le droit européen. Et c'est intéressant puisqu'il y a un collectif en Angleterre pour les sportifs de haut niveau qui ont considéré que cette collecte de données, quand bien même le club en estime en être propriétaire, doit se faire avec un consentement. Vous me dites qu'il y a eu un consentement, mais est-ce que ce consentement est valable ? Ça, c'est encore autre chose. Donc peut-être qu'on a une possibilité là d'avoir une source de rémunération pour les jeunes e-sportifs, à l'instar de nos données, que nous donnons souvent gratuitement aux GAFAM ou autres, puisqu'on est dans une économie de la donnée, puisqu'on est dans une plateformisation de l'économie, puisque les rapports de force sont en train d'être repensés, puisqu'on a une vraie réflexion autour de ces notions centrales de propriété ou d'usage de la donnée ou ce droit à protection, que certains réfléchissent à des régimes hybrides, que j'explique tout à l'heure qu'on est dans ce bac à sable réglementaire qui vaut pour le e-sport et qui vaut pour la donnée, et on n'a pas de réponse, on va dire, sûre aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut y avoir une remise en cause du consentement qui a été donné dans ce cadre, de ces notions de propriété qui ne sont pas stabilisées et qui sont d'autant plus importantes que ça correspond, on est sur des données qui sont personnelles, qui sont le prolongement de la personnalité et qui sont insusceptibles d'appropriation et qui font pourtant l'objet de commerce. Quand bien même un jeune a accepté ce consentement, il est fragile. Et il n'est pas forcément valable. Donc, tant qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de jurisprudence, mais il peut y avoir une jurisprudence là-dessus. Donc, les questions autour de l'identité numérique, de la propriété des données de performance et ou de statistiques, outre les parties de jeu lorsqu'elles sont un peu créatives, qui sont enregistrées, etc. Je pense que là, il va y avoir des débats juridiques, mais absolument passionnants,
plus le e-sport va se développer, plus on va se retrouver confronté à de nouvelles questions, de nouvelles situations auxquelles on n'avait pas pensé. Et puis le droit va s'adapter, il va apporter des solutions, va interpréter des règles et il va y avoir des décrets, des règlements, puisque voilà, c'est qu'une photographie, le droit, d'un instant T. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de la magie autour de ça, c'est qu'il est aussi une photographie de la situation et de l'évolution de la société à un instant. Laura ? Non, je voulais simplement revenir sur un peu le fait. Je vais donner un petit exemple pratique. D'ailleurs, on avait une autre question qui demandait si les intervenants de ce soir ont le jeu vidéo parmi leurs passions. Alors moi, personnellement, oui. Et donc, un peu pour revenir sur le sujet, j'avais un ami sur tout ce qui était les données, on va dire, pour tout ce qui est l'équipe de e-sport, qui jouait très longtemps à Overwatch et qui a été dans les classements en termes européens. Et il a été lui-même contacté par une équipe de e-sport au niveau européen. Et justement, je me demandais, parce qu'il n'a pas de lui-même voulu faire partie d'une équipe de e-sport. Il s'est simplement retrouvé en ligne. Il a eu la volonté de se retrouver en ligne et de dire je suis le premier, je vais surpasser mes adversaires parce que j'ai fait le plus de aim, j'ai fait le plus de kills en une game. Et pourtant, il a quand même eu, on va dire, une proposition des équipes de e-sport. Par simplement un appel, un mail. Est-ce que c'est courant, justement, que ce soit pour les éditeurs ou pour les agences de e-sport, de pouvoir recruter des joueurs en fonction de ces compétitions et en ligne, que ce soit au niveau européen, national ou mondial ? Outre les joueurs qui sont déjà dans le circuit professionnel, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire les joueurs, on les repère dans les tournois online, on les repère dans des LAN plus ou moins importantes et on les repère à la performance. Donc oui, c'est comme aujourd'hui ce qu'on appelle le scouting, c'est-à-dire l'attention qu'on porte aux scènes e-sport en particulier, selon les jeux. C'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on regarde les classements, on regarde les résultats plus ou moins réguliers de tel ou tel joueur, et les joueurs qui sortent un peu du lot, on essaie de les suivre pour voir si les performances valent le coup justement d'être professionnalisées, quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe, effectivement. C'est pas étonnant. Moi, j'aurais une question, Pierre, pour vous, qui est un petit peu annexe. Est-ce que vous êtes sensibilisé aux problématiques de contrôle antidopage ? J'aimerais avoir votre position, notamment dans le domaine du e-sport. Si par sensibiliser, vous entendez attentif et favorable, oui. La pratique se fait, mais c'est pas systématique et c'est pas réglementaire aujourd'hui. Je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 majors, c'est-à-dire compétitions majeures mondiales qui l'imposent, notamment dans les pays asiatiques. Mais aujourd'hui, c'est pas la norme. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des cas de dopage avec des pilules, notamment pour la concentration ou à base de caféine pour augmenter le réveil et les réflexes qui ont été décelés lors de contrôles antidopage et les joueurs qui ont été sanctionnés. Mais aujourd'hui, c'est pas la norme, comme à l'issue d'une étape du Tour de France, par exemple, ou n'importe quelle activité sportive plus classique. Oui, parce que pour nos auditeurs, en fait, on a pu constater dans l'actualité récente que de nombreux clubs professionnels ou des joueurs ont été dénoncés en cours de compétition pour avoir fait usage de produits pharmaceutiques destinés à optimiser leurs compétences. C'est tentant, hein, pour améliorer l'endurance, la concentration, la performance, maximiser leur concentration. C'est surtout ce dont il est question, gérer le stress, etc. Vous avez raison de rappeler qu'il n'y a pas peut-être de cadre légal suffisant existant en la matière. Et donc, il revient aux organisateurs de mettre en place une politique officielle ainsi que les ressources pour permettre les contrôles antidopants. Donc, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, à savoir qu'en Asie, qui sont quand même les champions, qu'ils le font d'eux-mêmes, parce que, toujours pareil, si on se retrouve avec des jeux sales, il n'y aura pas de confiance, les parents ne sont pas rassurés, les juridictions vont se saisir, la réglementation va se durcir, etc. etc. Et ça ne fonctionnera pas. Donc le cadre légal, il ne faut pas qu'il soit vécu comme une contrainte, c'est aussi une opportunité de saisir les autres facettes du jeu vidéo. Et comme le dit Laura, là, il y a des passionnés, parce que Laura, elle est passionnée par le jeu vidéo. Et moi, en creux avec cette question sur le dopage, ce que j'ai pu constater, puisque on est parents aussi, hein, c'est que les jeunes joueurs veulent toujours améliorer leur performance pour surpasser leurs adversaires. Donc, il y a une nécessité aussi de les former à cela. Ce n'est pas simplement le produit, il y a d'autres dynamiques à rechercher. C'est en ça que le jeu vidéo est vraiment passionnant et intéressant. Donc, il faut avoir un talent naturel, il faut s'entraîner sans relâche, mais il faut aussi avoir un mode de vie, une hygiène sain et stricte, évidemment. Hein, un corps sain, un esprit sain.
Donc, le constat, c'est qu'on a aussi, pour revenir sur les données, les gamers qui vont se retrouver vers l'analyse de données de l'IA pour essayer d'avoir un avantage par rapport aux compétiteurs. Et là, on se retrouve avec des analyses de leurs données médicales, souvent pour leurs statistiques de performance, d'entraînement, leurs coordonnées. On va avoir des données hématologiques, on va avoir parfois des traitements médicaux, on va même parfois jusqu'à établir des profils biologiques. C'est ça qui nous interpelle en tant qu'avocats, où on intervient dans la protection des données et où on est en train d'essayer justement, que ce soit les clubs ou les éditeurs, de mettre en place un cadre ou une implémentation de la réglementation qui soit respectueuse des acteurs et respectueuse des joueurs pour que tout le monde participe à leur passion, on va dire, au mieux de leurs intérêts et dans un équilibre, c'est toujours ça. Et on a une réglementation telle que le RGPD qui nous parle de responsabilisation des acteurs. C'est-à-dire que l'accountability, la traçabilité on va dire des contrats, des documents que vous mettez en place, mais aussi des pratiques, elle est indispensable pour les parents, pour les jeunes joueurs, pour aussi les éditeurs, pour aussi les financiers qui vont peut-être parfois, qui sont des investisseurs parce que ce sont des sociétés. Et donc, ces notions de confiance et de compliance, entre guillemets, de conformité à la réglementation, assurer la protection des joueurs, c'est central. D'avoir une traçabilité, on va dire, des actions que vous mettez en place pour assurer un niveau de protection suffisant pour respecter les données, la réglementation sur la protection des données, mais aussi pour continuer à jouer, pour continuer à ce que le business autour du e-sport fonctionne. Et donc, pour que les données circulent, il faut que cette réglementation soit comprise, il faut que l'information soit donnée et il faut qu'elle soit implémentée de manière satisfaisante, pas simplement sur un coin de table ou dans des zones de non-droit. Parce que le e-sport, si on veut que ça continue, si on veut en faire une discipline olympique, et si on veut aussi donner des perspectives à nos enfants, il ne faut pas que ça soit une zone de non-droit pour tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse et ce que je vois, c'est que, et pourquoi je vous explique tout ça, c'est qu'on a l'avènement de l'intelligence artificielle et qu'on a des parties de jeux en ligne qui sont enregistrées, analysées, intégrées à des bases de données pour être référencées et comparées. Qu'on a aujourd'hui des solutions comme Elgato ou Avermedia qui permettent d'enregistrer les parties à l'entraînement, les matchs et les tournois. Et qu'ensuite, on analyse ces compétitions pour corriger les erreurs, regarder la progression, identifier les possibilités d'évolution, comme en matière de rugby ou de football. Sauf qu'en matière de e-sport, c'est encore plus prégnant. Aujourd'hui, je vois et je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans le gaming analytics. Ce sont des organisations qui vont collecter toutes les informations à disposition et qui vont utiliser tous les algorithmes. Est-ce que vous avez été confronté à cela? Qu'est-ce que vous pensez de l'avènement du big data et de l'IA dans votre secteur d'activité, Pierre? Au niveau de la collecte des données, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt monnaie courante. Le gros problème qu'il y a au niveau de l'e-sport, entre guillemets, aujourd'hui, c'est la performance des joueurs et donc la performance d'une équipe et donc par cascade ses revenus dépendent de ce qu'on appelle la méta du jeu. C'est-à-dire dépendent de comment le jeu est construit, comment ces mécaniques sont imbriquées les unes dans les autres et comment il faut performer pour parvenir à contourner les mécaniques qui peuvent vous bloquer ou qui peuvent vous permettre de ne pas être assez performant. C'est assez compliqué de se passer de ça aujourd'hui parce que ça fait partie, comme vous l'avez dit, à l'instar du football, de regarder le match de l'équipe précédente pour savoir où sont ses faiblesses et où sont ses forces pour pouvoir les contourner. Reste la question, oui, de la propriété de ces données-là et de leur exploitation. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'aujourd'hui est vraiment très abstrait. C'est quelque chose qui est très abstrait dans le milieu parce que la question ne se pose pas en fait. C'est tellement un usage quotidien, régulier, que ces questions-là qui sont liées vraiment à ce genre de droit et à ce genre de cadre se posent pas aujourd'hui dans ce secteur-là. Et en plus, moi, c'est pas du tout ma compétence, donc c'est un peu compliqué de me prononcer là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait. Pour nous, c'est naturel parce que c'est quelque chose qu'on a toujours connu et on sait que c'est comme ça qu'il faut être performant par l'utilisation de ces données, par l'exploitation de ces données-là et leur analyse. Effectivement, ça pose un problème. Oui, ça pose un problème au niveau de leur propriété et au niveau de leur exploitation, ça c'est certain. Oui. Le commerce des données ne peut se faire sans un consentement valable des joueurs. Donc tout va dépendre de la façon dont il est collecté, dont il est protégé et dont il est contractualisé. Donc c'est un point qui va être, à mon avis,
central et qui va faire l'objet de nombreux litiges, qui va opposer fédération, club, éditeurs et qui va intéresser beaucoup d'avocats, de juristes, de professeurs qui vont commencer à rédiger sur la question. Donc aujourd'hui, je voulais déjà vous remercier tous et surtout Pierre, Alexandra, Laura, d'avoir voulu participer à cette spéciale e-sport. Il y en aura une autre. Il va y avoir, parce que nous nous intéressons beaucoup au cabinet aux jeux vidéo et notamment Dataring, nous allons faire une spéciale art et jeux vidéo. Parce qu'on peut considérer que le jeu vidéo, c'est de l'art, hein. Rien n'interdit à un jeu de faciliter la connaissance de l'idée, connaissance qui constitue le plaisir esthétique. Et c'est ce qui constituait chez Schopenhauer l'œuvre d'art. À bientôt pour de nouvelles aventures autour du jeu vidéo. N'hésitez pas à nous suggérer des thématiques, nous inviterons ceux que vous rêvez d'entendre.